Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. Je suis très heureuse de débuter ce week-end en votre compagnie et pour vous accompagner, le très sucré Ali Rébehi. Ben oui, vous êtes un avez bonbon. goûté? Non, pas encore. Bonjour Agathe, vous le voyez ce matin, on vous propose une émission réconfortante, chaleureuse et gourmande. On va parler des plaisirs du petit déjeuner. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déj au lit avec votre chérie ou à table avec vos enfants en regardant Bel et Bien. Et tous ensemble, on vous propose de revenir sur la grande histoire du petit déjeuner. On va explorer tous les plaisirs du repas préféré des Français, qui est également une source insoupçonnée de bien-être. Et pour en parler, la fine équipe de Bel et Bien est là. Évidemment, il y a notre psychiatre Christophe André et nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie, Stan Gusman et bien sûr André Manoukian. Très sucré, André. Plutôt salé, non? Petite raclette. Les présentations faites, découvrons ensemble le menu de votre magazine Bien-être. Ce matin, nous recevons le géohistorien Christian Grattalou, auteur du livre Le monde dans nos tasses, pour qui l'histoire du petit déjeuner n'a aucun secret. Quant à la pratique, c'est le chef pâtissier Christophe Michalak qui nous fait déguster ses viennoiseries avec un petit déjeuner alors de rêve. La médecin nutritionniste Laurence Plumet nous donne toutes ses astuces pour profiter sainement de ce repas plaisir. Et dans la foulée, on lui demandera qui du petit déjeuner sucré ou salé est le meilleur pour notre santé. On vous livre aussi le témoignage de Rida Kader, un vrai conte de fées moderne pour ce boulanger arrivé en France à 15 ans et qui depuis 2013 est le boulanger officiel des présidents français. Et vous verrez que le souvenir de sa rencontre avec François Hollande est encore intact. J'ai été invité par l'intendant de présidence. Et donc je me souviens comme aujourd'hui, c'était peur, la joie. Pour moi, c'est tout, quoi. Poser, donner ma baguette sur la table de l'Élysée, pour moi, c'est la fierté, quoi. Et avant d'ouvrir notre dossier du jour, petit tour du monde des petits déjeuners avec notre copilote Stan Gusman. C'est le tour du monde en 80 secondes. C'est parti pour 80 secondes d'image internationale pour vous prouver que le sacro-saint petit déjeuner français composé de café au lait, de tartines beurrées est loin d'être universel. À chaque pays, ses goûts et sa culture. Et pour vous le prouver, on va donc voyager aux États-Unis. Là où des nutritionnistes ont décidé de faire découvrir les différents petits déjeuners étrangers à un panel d'enfants américains élevés aux muffins, cookies, pancakes et autres céréales. Alors on va découvrir leurs réactions. Et on commence par le petit déjeuner coréen à base de soupe miso aux légumes, œuf au plat accompagné de son suprême de poisson, confit de gingembre, choux marinés et légumes traditionnels pimentés. Et en effet, ça pique. Bah alors, vous n'aimez pas? Oh my gosh. I just found a dead fish in it. Direction maintenant le Brésil où le petit déjeuner traditionnel se compose d'un mélange d'agrumes et de bananes avec son jambon fromage, pain confiture et café au lait. Alors ils en pensent quoi les Américains amateurs de jus de chaussette, du café au lait? I hate coffee. What's it taste like? Cow poop. Destination la Finlande avec un petit déjeuner copieux pour lutter contre le froid avec sandwich saumon beurre et oignon accompagné de son suprême de myrtille. What's Finland? It's a country in Europe. Okay. This bit is pretty soft. It could be my pillow. No, I would not eat fish in the morning. Okay, cut. Et voilà pour les petits déjeuners étrangers. Et notre petit déjeuner à nous, le français, ils en pensent quoi les petits américains? Regardons. Puisque les mêmes nutritionnistes leur ont fait goûter notre petit déj à base de viennoiserie et de cornflakes mélangés avec notre chocolat chaud. Verdict. Oh my gosh. No, 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 no. Oh, this is just weird. Oh no. Did your parents starve you today for this video? I feel bad for this because this is horrible. What country do you think this is popular? Let's say a crazy country. This is a French breakfast. It is? Yeah. You would have us in French all the time? Oh no. I hope I never live in French or move. Elle a tort, c'est si bien chez nous. Qu'importe, vous l'avez compris, à chaque pays son propre petit déjeuner, avec toujours le même plaisir et la même importance, quelle que soit la culture. D'où ma question, Christophe, pourquoi chez nous, comme ailleurs, le petit déjeuner est le repas préféré de la journée, comme en atteste d'ailleurs cette version idéalisée que l'on peut retrouver dans cette publicité pour une célèbre marque de chicorée.
Ça, c'est chez Agathe. Oui, il y a le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants. Et Tout tout le monde, il est heureux. le monde est content, on fait pas chasser volant. Ah, oui. Ça me rappelle mon enfance. Alors, en réalité, contrairement à ce que montre la pub, le petit déjeuner est un peu plus clivant que ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce moment et puis d'autres qui n'aiment pas du tout parce qu'il faut sortir du lit et se préparer à aller au travail. Donc, il y a des grands petits déjeuners qui sont les petits déjeuners des vacances, les petits déjeuners des week-ends. Et là, presque tout le monde aime ça, mais la plupart du temps, il y a quand même les pour et les contre. Alors, pour ceux qui aiment bien, c'est vrai que le moment du petit déjeuner, c'est le moment où on se retrouve un peu soi-même, on retrouve ses proches, où on se programme pour la journée. Ça pourrait presque être, d'ailleurs, on pourrait faire une étude, un test psychologique. Je pense que les gens qui aiment le petit-déj, c'est des gens qui sont optimistes, à qui il tarde de découvrir la vie qui les attend dans la journée. Et puis les grincheux, les pessimistes, doivent moins aimer le petit-déjeuner. Ça serait bien de faire des recherches là-dessus. On fera ça, Christophe, promis. Merci Stan de nous avoir mis en appétit. On reste chez nous et on ouvre notre dossier du jour sur l'histoire et les plaisirs réconfortants du petit déjeuner à la française. C'est sans doute le repas préféré des Français, le petit déjeuner, le breakfast, car ce sont les Britanniques qui l'ont inventé. Alors si vous êtes en train de petit déjeuner en ce samedi matin, vous êtes plutôt chocolat chaud, crêpes, tartines, confiture, brioche, cake maison, jus de fruits frais, ou alors plutôt fromage, comme vous, Agathe, saumon fumé, toast grillé, tranche de jambon de pays et œufs à la coque, version sucrée ou version salée pour ma part, les deux. Ça se voit d'ailleurs. Quel est d'ailleurs le petit-déj recommandé pour notre santé? Pourquoi le petit déjeuner procure-t-il autant de plaisir? Plaisir par exemple du grand écrivain Milan Kundera. Il aimait bien se lever tôt le matin pour un premier petit déjeuner. Il va se recoucher avec sa femme et ensuite un second petit déjeuner par pure gourmandise. Moi, je suis assez preneur. Ça, c'est génial. Oui, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure du désespoir de se lever pour aller prendre le petit déjeuner. Si on sait qu'on se recouche, ça, c'est génial. C'est tout autre chose. C'est le bonheur. Alors, Christophe, avant de commencer, pourquoi est-il si important de ritualiser le petit déjeuner? Les rituels, on dit souvent du mal des rituels, il est très ritualisé, etc., ou les habitudes, mais en réalité, le rituel, ça nous aide à ne pas avoir à choisir, à réfléchir. Voilà, les choses sont toujours à la même place dans la cuisine, je mange toujours les mêmes trucs, et au fond, ça permet à mon cerveau de démarrer la journée tranquillement. Puis les rituels, ce sont des calmants. Ritualiser, ça permet de s'apaiser, de se détacher un petit peu des préoccupations. Il y a une règle à respecter pour les rituels, il ne faut pas en devenir esclave. D'où, de temps en temps, bousculer un peu, quand on est en voyage, quand on est chez des amis, changer un petit peu tous ces rituels, mais sinon, c'est parfait pour démarrer tranquille. L'histoire du petit déjeuner à la française tel que nous le connaissons, ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment. Nous allons faire un voyage dans le temps, aux origines de ce repas qui rompt le jeûne de la nuit. Laissez-moi vous raconter la grande histoire du petit déjeuner. Chez nous, tout commence réellement au XVIIe siècle lorsque les émissaires turcs du roi Louis XIV font découvrir à la cour une nouvelle boisson venue d'Arabie, le kawa, entendez revigorant. Dans les salons versaillais, cette nouvelle mode du café est telle qu'elle sera brocardée par Molière dans Le bourgeois gentilhomme. Les élites bourgeoises aristocratiques s'emparent alors de ce breuvage et dans la haute société, on prend progressivement l'habitude de le consommer au réveil avec d'autres boissons exotiques comme le chocolat chaud ou le thé. On parle alors de déjeuner à la tasse. Ça, c'est pour les élites. Dans les classes populaires et jusqu'au 19e siècle, les Français ne prennent pas de petit déjeuner. Seuls 2 repas par jour sont servis, l'un à 11h, le second en fin d'après-midi vers 18h. Il faudra attendre la révolution industrielle pour que tout change. Les journées de travail sont longues. C'est qu'on est encore très loin des 35 heures avec RTT et report de journée compensatoire sur le compte épargne-temps. Bref, à force de bûcher, les ouvriers ont faim et prennent pour habitude de manger avant de partir travailler. Le petit déjeuner français à base de café au lait et tartines de pain beurré est alors popularisé, du moins à Paris. Dans nos campagnes, le matin, il est toujours d'usage de consommer du pain trempé dans de la soupe ou pire, dans du vin. Cette habitude perdurera en France jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle les pouvoirs publics s'inquiètent enfin de voir les ouvriers partir au boulot avec un verre de pinard dans le ventre, habitude alimentaire responsable à l'époque de nombreux accidents du travail. Quant aux enfants, la plupart d'entre eux partent à l'école le ventre vide, ce qui leur cause de graves déficits d'attention en cours. Il fallait agir et en 1945, le gouvernement français décide d'offrir un petit déjeuner aux élèves lors de leur arrivée en classe. 10 ans plus tard, Pierre Mendès France, alors président du Conseil, abondera dans ce sens en instaurant la distribution de lait dans les écoles en remplacement du vin qui était alors servi aux élèves. Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez cette image d'archive.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Fort heureusement, aujourd'hui, plus de vin à la table du petit déjeuner des Français qui lui préfèrent le lait, le thé, le chocolat ou encore le café. Et ce repas est désormais servi dans 75% des foyers français. Encore pas assez, me direz-vous, mais au regard de l'histoire, avouez qu'en la matière, on revient de loin. Bonjour Christian Gratalou. Bonjour. Vous êtes géohistorien, vous êtes le spécialiste de l'histoire du petit déjeuner en France et vous racontez son histoire dans votre livre Le monde dans nos tasses. Alors quand on voit cette image d'archive où l'on voit que l'on servait du vin en 1956 aux élèves des écoles primaires, on se dit vive les tasses, vive le café, vive le thé, vive le chocolat. Oui, heureusement. Le vin était servi parce que le matin, on prenait un repas qui était comme tous les repas de la journée. Et comme le vin était considéré comme la plus saine des boissons, c'est une citation de Pasteur, évidemment, les enfants, pour grandir, plutôt les garçons que les filles d'ailleurs, devaient avoir du vin. Comme par ailleurs, on devait aussi manger saignant. C'était deux idées pour fortifier. Alors ces trois boissons, le thé, le chocolat, le café, ont révolutionné l'histoire du petit déjeuner au XIXe siècle. Ça s'est diffusé petit à petit par l'intermédiaire de l'école, du lycée, de la caserne, et puis aussi des usines, des ateliers, où on a un peu, à ce moment-là, codifié le petit déjeuner du café en France, du thé en Angleterre. Et les croissants, les pains au chocolat sont apparus à quel moment sur nos tables de petit déjeuner ? On peut précisément le dater de 1837, je vais vous dire. Ah, carrément, non, c'est pas si précis que ça. C'est pas si précis que ça. En fait, en 1837, il y a un boulanger viennois. Il y avait une tradition de pâtisserie qui ouvre rue de Richelieu, 92 rue de Richelieu à Paris, une boulangerie qui va avoir un énorme succès. Et parmi ces éléments qui ont du succès, il y a entre autres des petites pâtisseries qui ont des formes de lune, qui ne sont pas en pâte feuilletée. D'ailleurs, je le précise, ne sont pas encore ce que deviendront nos croissants, comme ceux qu'on voit, mais ils ont l'avantage de pouvoir être trempés. Donc, je ne sais pas si vous aborderez ce vaste sujet. Ah oui, ça c'est très important, c'est vrai. C'est un vaste débat. Mais le croissant a, paraît-il, cette caractéristique. Donc, il s'est répandu à la fin du 19e, et c'est à la fin du 19e que la pâte feuilletée s'impose, entre autres par une spécialisation professionnelle à l'intérieur des boulangeries, puisque le boulanger spécialisé dans la pâte feuilletée, on l'appelle un viennois. Et là, on va faire les croissants, les pains au chocolat, les sacristains, etc., les pains au raisin, qui vont agrémenter effectivement les petits déjeuners et devenir une marque française. Le petit déjeuner typiquement français dans le monde, c'est effectivement avec le croissant. Christophe, je ne pensais pas vous poser cette question un jour. Pourquoi trempe-t-on sa tartine ou son croissant dans son café au lait ou dans son chocolat chaud, dans son café ? La psychiatrie mondiale n'a pas encore résolu cette énigme. Et alors, vous êtes plutôt amateur du trempage ou du non-trempage ? Moi, ça me dégoûte, le trempage. Voilà, c'est quelque chose qui divise énormément. Tous les manuels de savoir-vivre disent qu'il ne faut pas le faire, parce qu'évidemment, ça coule, on risque d'en avoir sur la barbe. Mais il y a, paraît-il, des gens qui s'autorisent. Et dit-on, Élisabeth II, parfois, se laisse aller à tremper son toast. Élisabeth II trempe. Je ne peux pas en témoigner, je n'ai jamais été invité. Quand elle est seule dans sa chambre, alors. Qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Moi, je trempe. Non, mais Ça ne là- me dégoûte non, mais pas. bien sûr. Mais alors, ça suppose que ce soit très bien grillé, justement. Ouais, c'est vrai. Donc, Ah oui, il faut parce que ça sinon, ça faut que ça garde une flotte, c'est dégueu, consistance là. très importante. Non, mais tremper du bon pain dans un chocolat chaud, Eh par oui. exemple, c'est la vie. Oui. C'est la vie, Ali. Voilà. Alors, Voilà, ça suppose, ça y est, alors Elsa a les yeux qui brillent. Non, mais c'est vrai. ce qui suppose d'avoir du pain qui peut se tremper, c'est-à-dire de la baguette. Exactement. Ah Voilà. bah oui. Et là, c'est récent aussi. Petite parenthèse, le chocolat chaud en poudre, qui l'a inventé ? Ça vient d'où ? Oui, un monsieur qui s'appelait Van Houten. Pour le chocolat, il a fallu qu'on ait des presses suffisamment fortes pour broyer du chocolat, auquel on a ajouté du sucre, qui à ce moment-là pouvait devenir non pas soluble, mais une sorte d'émulsion qu'il faut battre quand même. Sinon, ça tombe au fond, le chocolat, à la différence du thé ou du café. Donc, c'est en 1830 que des presses industrielles, avec la révolution industrielle, ont été suffisamment puissantes pour qu'on puisse broyer et qu'on fasse ces sachets de chocolat soluble. Alors Christian, comment expliquez-vous que notre tartine à base de beurre, de confiture, résiste aussi bien à l'envahisseur à base de céréales américaines, industrialisées, de pâte à tartiner italienne Pourquoi on résiste comme ça avec notre tartine nationale ? Oui, parce que c'est très bon.
C'est une réponse très simple. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai, c'est bien meilleur. Parce qu'on fait du bon pain aussi. J'aimerais qu'on s'attarde sur cette institution française, le fameux café. C'est un lieu de convivialité assez extraordinaire, cher à notre patrimoine culturel. Regardez ce sujet de notre journaliste Sarah Cadour. Avant de devenir ce lieu de brassage socioculturel typique de notre art de vivre à la française, un peu d'histoire. Sachez que le premier café a ouvert ses portes à Marseille en 1671, à 2 pas du Vieux-Port, grâce à un commerçant arménien du nom de Pascali, qui baptisa son enseigne le café, tout simplement. Le succès est tel qu'il décide alors d'en ouvrir un autre à Paris, en plein cœur de Saint-Germain. Hélas, son établissement est contraint à la fermeture sur ordre du pape Clément VIII, qui considère alors cette boisson enivrante comme l'œuvre du diable. Une prohibition qui ne durera qu'un temps et qui donnera la bonne idée à l'un de ses serveurs, un dénommé Francesco Procopio, de racheter l'échoppe en faillite de Pascali et de la renommer Le Procope. Cette institution, toujours ouverte de nos jours, est à cette époque fréquentée par Rousseau, Lafayette, Diderot et Voltaire, qui en feront un haut lieu de la Révolution française. Le café parisien est né et l'engouement est tel qu'à la fin du siècle des Lumières, la capitale en comptera plus de 2000. Aujourd'hui, les terrasses des cafés sont devenues un symbole de la France. Un symbole tel qu'il a été pris pour cible lors des attentats terroristes de novembre 2015. Mais il en faut plus pour dissuader les Français de déguster leur café du matin. Je me suis donc rendue dans 2 cafés parisiens typiques du 18e et du 10e arrondissement de Paris à la rencontre des acteurs de ce lieu de vie à la française. De quoi on parle au zinc d'une brasserie le matin? C'est des clients surtout habitués qu'on a, donc de ce qui se passe un petit peu dans leur vie. On fait un petit peu les psychologues de la vie. Surtout les histoires de famille avec leurs enfants, surtout, c'est assez rigolo. J'en ai une qui fait les mots croisés tous les matins. Ah, regardez, elle a commencé ce matin et puis elle va revenir demain, elle va nous demander le journal de la veille qu'on lui garde précieusement pour les terminer. Dans un coin pourri. Qui sont les gens qui viennent prendre un café le matin et pourquoi ils viennent ici? Ça dépend, ça peut aller de l'étudiant qui a cours à 10h par exemple et qui vient bosser son contrôle avant. Ça peut être le travailleur qui va chercher ses enfants à la cantine à midi. Ça peut être le retraité qui vient ici tous les matins parce que c'est ses habitudes. C'est important pour moi de venir prendre mon café ici, on se pose. On passe un bon petit moment, on se détend. Pour moi, si j'ai pas mon café, ma journée elle est foutue. Bon, on parle des histoires amoureuses, on parle de tout. Ça nous arrive d'écouter ce qu'ils disent les voisins là à côté. Faites gaffe, elle écoute. Madame écoute tout. C'est la curiosité. Pourquoi c'est plus agréable de prendre un petit café, un petit jus, un petit chocolat en terrasse plutôt que chez soi? Ce que j'aime, je sais pas, c'est la convivialité, puis l'ambiance des bistrots. Quand je suis arrivée à Paris, je connaissais personne et juste pour regarder les gens, en fait, c'est chaleureux, je trouve, à Paris. Est-ce que la terrasse, finalement, c'est un symbole français? Les terrasses, c'est so French, yes. Oui, complètement. Et je pense que c'est pour ça que les étrangers qui viennent à Paris viennent prendre le petit déjeuner en terrasse. Je pense que depuis le Covid, les gens sont tellement restés enfermés qu'ils n'ont qu'une envie, c'est même le matin de se lever à 8h et de venir prendre le petit déjeuner à 8h30 dans le premier café en bas de la maison, quoi. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien au moral, juste de prendre ce moment à soi avant d'attaquer une grosse journée de travail, tout simplement. Tant que je vivrai, je viendrai. Même à 100 ans, si j'y arrive. On vous le souhaite. À Cannes. Moi, je vais vous faire un aveu. Il y a un lieu qui m'a manqué pendant les confinements, pendant la crise sanitaire, c'est les bistrots. Ça m'a terriblement manqué, Christophe. Comment vous expliquez ça? Je comprends. Oui, ça vient d'être dit là, très, très clairement. D'un point de vue psychologique? C'est des lieux de sociabilité. L'humain est un animal social. On lui propose de boire un café. Il préfère le boire avec ses congénères que tout seul, dans son coin. Mais même si on ne se parle pas, on s'observe et ça, c'est intéressant. On peut même jouer au jeu. Celui-là, il fait quoi? Moi, j'adore. Celle-là. Peut-être que les deux, ils sont ensemble, mais ils ne se parlent pas et tout. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous demander, votre voisine, si vous avez un journal de la veille. Et là, vous commencez à bafouiller. Puis ça peut être le début de grandes histoires. Mais blague à part, il y a tellement de gens qui aiment, des écrivains beaucoup, qui aiment aller écrire dans les cafés. Parce que c'est un endroit bizarre où on est à la fois dans la solitude et en même temps entouré. Donc du coup, ensemble. C'est la meilleure des solitudes qui soit parce qu'on a une petite observation. C'est le meilleur. Enfin, je trouve que pour écrire et pour créer, c'est le seul ensemble, c'est parfait. Alors, Christian Grattalou, comment expliquez-vous cette exception culturelle française du café? Pourquoi ces lieux qu'on ne trouve plus beaucoup dans les pays anglo-saxons sont-ils tant aimés par les Français?
Les coffee shops étaient une institution britannique dès le XVIIIe siècle, mais le café, oui, ça s'est développé au XVIIIe, particulièrement en France, comme lieu de sociabilité, lieu de lecture collective. Et les premiers journaux, c'est dans les cafés qu'on les trouve. Donc il y a cette interaction, ces brèves de comptoir qui se trouvent pas seulement au moment du petit déjeuner, mais aussi. Et c'est là aussi où il y avait des moyens techniques pendant longtemps de faire du café, des percolateurs par exemple qui apparaissent à la fin du 19e siècle, qui sont des inventions italiennes. Pendant très longtemps, ça n'a été que dans les cafés. Des petites machines à pression n'ont été développées que beaucoup plus tard, et d'ailleurs en France autorisées très très tard. Donc boire un très bon café, c'était possible que dans le bistrot, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein. Mais il y avait cet élément-là. Et donc le petit déjeuner s'est développé entre autres quand les villes ont aussi eu des banlieues où les gens venaient de la banlieue pour venir à leur boulot. Au départ, quand ils partaient en vitesse, ils n'avaient pas forcément faim. Donc à l'arrivée, c'est là où ils pouvaient manger, se reposer un instant avant d'attaquer la journée. Alors on vient de parler du rôle social des cafés, j'aimerais vous parler de ça. Ça vous dit quelque chose? Oui. La fameuse machine à café de l'entreprise qui a inspiré la fameuse série à succès Caméra Café, qui a tant manqué aux Français pendant le confinement, il faut le dire. Christophe, qu'est-ce qui se joue à cet endroit? Alors ça a vraiment été étudié par les sociologues qui montrent que, bien sûr, c'est un lieu de convivialité, d'échanges informels, etc. Mais c'est aussi un lieu important pour une entreprise parce que c'est un lieu qui contribue à la qualité de vie au travail. C'est-à-dire c'est des moments où, effectivement, on est en contact avec ses collègues, c'est agréable, on échange des informations. Et des ragots. Des ragots, mais aussi des informations. Chacun sait un petit peu ce que l'autre fait. Donc, à un moment donné, certaines entreprises ont voulu réduire ces temps chronométrés, le temps qu'on passait à la pause aux toilettes, et elles se sont aperçues, la plupart du temps, que c'était une mauvaise idée, que ça cassait l'ambiance et que finalement, elles perdaient quelque chose d'impalpable, mais de très précieux. Oui, c'est une réunion quand même, malgré tout. En quelque sorte. C'est pas forcément du travail, mais c'est... Oui. On drague autour de la machine à café. Ah bah ça c'est sûr. Le nombre de fois où en entreprise, on arrive près de la machine à café, on se dit pourvu qu'il soit là, pourvu qu'il soit là. Coup au cœur, il arrive. Et puis un dernier point, vous savez, c'est beaucoup mieux que les salariés d'une entreprise, lors des pauses, se parlent plutôt que de se coller sur l'écran de leur portable en s'isolant. C'est bénéfique et pour eux et pour leur entreprise. La machine à café, c'est quelque chose de nécessairement récent, parce que ça suppose le café soluble. Oui. Depuis, on a mis effectivement des moulins à café internes aux machines, mais enfin, ça c'est très récent. Le café soluble, il est inventé en 1937 par Nescafé pour éponger les surplus énormes au moment de la crise de l'entre-deux-guerres qu'avait le Brésil. Donc, au lieu de les brûler dans les locomotives, comme on le montrait autrefois, on a utilisé ces surplus de café pour faire un café qui était plutôt bas de gamme, et il a été énormément diffusé par la Seconde Guerre mondiale. C'est les GI qui ont répandu le café partout. Par exemple, le Japon s'est mis au café le matin par l'intermédiaire de l'occupation américaine après 1945. Alors il y a un autre lieu que les Français adorent fréquenter, ce sont les boulangeries. Le seul fumé du pain qui sort du four suffit à nous envoûter. Et pour parler de la magie qui se joue dans ces lieux de plaisir, Marie est allée à la rencontre d'un homme d'exception. Bonjour Marie, alors qui avez-vous rencontré cette semaine ? Alors cette semaine, j'ai rencontré Rida Kader et son histoire est assez incroyable. Il est arrivé en France à 15 ans et c'est par sa force de travail qu'il gagne de prestigieux concours et qu'il va réussir à franchir les portes de l'Élysée. Oui, depuis 2013, c'est le boulanger des présidents Hollande et Macron, rien que ça. Il nous raconte son parcours hors du commun et sa passion pour le pain. Regardez. Bonjour Rida. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Rida est née à Sousse, en Tunisie, d'une famille d'agriculteurs. À 15 ans, sa mère l'envoie en France chez son frère qui est boulanger. Je suis arrivé, il fait froid, je ne parle pas la langue. Et mon frère, il me réveille à minuit pour aller travailler. Je ne supportais pas l'odeur de la viennoiserie. Vous ne supportiez pas? Oui, au début. Pourquoi ouais. C'était très fort? C'était très fort. Le beurre, la margarine, j'y arrive pas. Et je voulais dire à ma mère, j'ai fait 15 jours, je dis tiens, il faut que je rentre en Tunisie, j'y peux pas, j'y arrive pas. Sa mère insiste et sa vocation naît. Il veut désormais ouvrir sa boulangerie. Pour la financer, il devient garde du corps la nuit, en plus du travail de boulanger. Rida va travailler jusqu'à 17 heures par jour. En 2006, il ouvre enfin sa première boulangerie et 7 ans plus tard, il va relever un nouveau challenge en participant au concours de la meilleure baguette de Paris. Je suis arrivé devant la mairie de Paris,
Il y avait des gens professionnels. J'arrivais avec mes baguettes. Mais vous étiez professionnel aussi. Oui, mais de ma tête, je dis, est-ce que je vais gagner ou pas? J'ai fait demi-tour, je veux retourner dans la boulangerie avec mes baguettes. C'est pas vrai. Je vous assure. Après, j'ai pensé à ma mère et tout. Je fais demi-tour en courant et j'étais le dernier à déposer mes baguettes. Et finalement, j'ai gagné le concours de la meilleure baguette. Les gagnants, ils va livrer l'Élysée pendant 1 an. D'accord. Ouais, et j'ai été invité par l'intendant de présidence. Et je me souviens comme aujourd'hui, c'était peur, la joie. Pour moi, c'est tout, quoi. Poser, donner ma baguette sur la table de l'Élysée, pour moi, c'est une fierté, quoi. Depuis ce prix, il est devenu le fournisseur de l'Élysée. Tous les jours, il fournit 2 livraisons. La première à 6h du matin pour le petit déjeuner, puis une à 10h qui comprend 70 boules de pain et 40 baguettes tradition. Mais attention, la baguette pour le président doit répondre à certains critères. La cuisson, que ça sera cuit, bien cuit. Pas trop de farine sur le pain pour pas qu'il tombe sur le costume de président, le costume des invités. Donc vous devez vérifier avant qu'elle parte. Ouais, tous les jours, oui. La recette de la meilleure baguette de France est inspirée du pain que confectionnait sa mère en Tunisie. Tous les matins, à 4h, elle le préparait dans le four traditionnel, puis l'arrosait d'huile d'olive pour le servir au petit déjeuner de ses enfants. De ce souvenir d'enfance, Rida retient l'ingrédient principal. Il y a de l'amour pour nous qui fabriquait ce pain. Moi, c'est cette matière-là, franchement, je l'ai fait avec amour, quoi. J'ai fait le pain, vraiment, c'est comme pour moi. Vous pouvez sentir tout de suite au toucher. Oui, c'est un toucher, je veux voir la pâte, s'il est trop pétri, pas trop pétri, c'est le repos de la pâte, c'est le vin, il était bon ou pas, parce que le vin, il faut le travailler pratiquement tous les jours. Comme tout boulanger, Rida est témoin de la gourmandise des Français au quotidien. Le consommateur français, c'est les liens, c'est la viennoiserie, le croissant le matin, et la baguette, le français, il ne peut pas manger sans pain. Je dis, la baguette française, je pense, c'est le meilleur au monde. Vous le remarquez quand ils entrent dans votre boulangerie, rien que l'odeur par exemple, est-ce que c'est quelque chose d'addictif pour... Oui, le matin, surtout le matin. Quand on commence à cuire la viennoiserie, le pain et tout, les gens ils sont contents de voir la viennoiserie, croissant, pain au chocolat chaud, les baguettes. Surtout le soir, que sortez de l'école, parce que moi je suis à côté de l'école, les enfants viennent en courant pour les goûter. Non, c'est vraiment, c'est un rapport, ça fait plaisir, quoi. On l'a vu, au-delà du parcours exceptionnel que Rida a, c'est surtout un lien d'amour qu'il a tissé avec son métier, c'est assez exceptionnel. Et Christophe, expliquez-nous ce que je raconte dans le reportage, pourquoi il y a ce lien, cette réaction presque animale quand on sent l'odeur de la viennoiserie chaude qui sort du four. Oui. La viennoiserie, mais aussi... Mais absolument. Alors là, on a des études scientifiques, pour le coup, très, très étonnantes, où quand on diffuse des odeurs de pain chaud, de viennoiserie, mais aussi de poulet rôti, de grillade, etc. C'est même du marketing maintenant, je crois. Oui, c'est-à-dire tout ce qui annonce du plaisir. Ça modifie le fonctionnement psychologique des gens. Et l'étude la plus connue, c'est vous êtes dans la rue et vous demandez de la monnaie sur un gros billet de 10 ou de 20 euros aux passants. Selon que vous la demandiez dans une rue où il n'y a pas d'odeur particulière, et là, à peu près 20% des gens prennent le temps de s'arrêter, de vous transformer votre billet en pièces. Et si vous faites ça devant une boulangerie, une rôtisserie, vous avez 60% des gens, c'est-à-dire 3 fois plus, qui s'arrêtent. Ça les met de bonne humeur, ça active l'empathie, le sens du lien social. Et donc, ça, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Effet immédiat, c'est sûr. Moi, ça marche sur moi. Je sais pas oui, bien. Alors, Christian Gratalou, à quand remonte l'apparition des premières boulangeries dans notre pays ? Alors, autrefois, on cuisait le pain à la maison ou alors dans un four qui était contrôlé, ce qu'on appelait le four banal, qui était contrôlé par le pouvoir, l'ecclésiastique ou des nobles. C'est à la fin du XVIIIe qu'on commence à vendre des produits alimentaires dans des magasins spécialisés, mais c'est en gros au XIXe que les boulangeries apparaissent, comme le boulanger viennois qu'on a vu tout à l'heure. La baguette, elle n'existe pas à ce moment-là, parce qu'on cuit des pains qui doivent se conserver, des grosses miches. Et c'est seulement au milieu du XIXe siècle que vont apparaître des pains longs, de cuisson rapide, qui sont beaucoup plus de croûte que de mie. Il y a des tas de légendes sur l'apparition de la baguette, du fait du rôle que ça joue dans l'imaginaire français. Il y en a une qui serait assez logique, c'est l'idée qu'on voulait éviter aux ouvriers d'avoir un couteau sur eux pour pouvoir, avec le risque qu'ils se battent. C'est beaucoup trop tard, la baguette existait déjà. Il y a une légende totalement farfelue qui voudrait que ce soit les soldats de Napoléon qui pouvaient le glisser dans leurs pantalons pour faire de longues marches. Bon, c'est évidemment absurde et la baguette n'existait pas encore. Donc c'est au milieu du 19e, sous Napoléon III, qu'à Paris, le préfet de police a interdit les cuissons avant 4 heures du matin pour des raisons d'hygiène, de risque de feu, etc. Donc il fallait cuire vite, puisqu'il y a des gens qui, dès 6 heures, allaient venir chercher du pain. D'où
des pains à cuisson rapide, et d'où la baguette qui s'est progressivement codifiée à la fin du 19e sur les 250 grammes, qui fait d'excellentes tartines. Merci Marie pour la belle histoire que vous nous avez racontée. Merci à vous Christian Grattalou, c'était passionnant. Je rappelle que votre livre Le monde est dans nos tasses est disponible aux éditions Echo. À très bientôt, j'espère. Merci. On va continuer à parler du petit déjeuner parce que certains ont décidé de l'élever au rang d'art visuel. C'est le cas de l'influenceuse lifestyle Lily Barbery-Coulon, la fameuse, qui cartonne sur les réseaux avec des photos sublimes qui boostent le plaisir dans l'assiette. Alors ça méritait bien une invitation d'Elsa, évidemment. Alors Lily, ma Lily, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle a d'abord été journaliste dans la beauté pendant des années. Elle est aujourd'hui professeure de yoga Kundalini. Et effectivement, entre tout ça, elle a écrit ce livre, Pick My Breakfast. Son vrai truc à elle, c'est des recettes faciles, simples, très belles, gourmandes, mais healthy, mais gourmandes. Sinon, je ne vous en aurais pas parlé. Et surtout, ce qu'elle aime faire, c'est elle a une manière de pimper ses assiettes. Elle décore comme si c'était un tableau, comme si elle brodait quelque chose. C'est très beau. On est allé s'incruster dans sa cuisine avec l'équipe de Bel et Bien et Marianne Wing. On a eu la chance d'aller voir ce qu'elle faisait et comment elle pimpait ses assiettes. Vous allez voir que prendre soin de sa première assiette, c'est aussi prendre soin de soi. Bonjour Elsa, trop contente de vous recevoir. Lily, vous avez fait du petit déjeuner tout un art. Pourquoi le petit déjeuner? J'ai toujours aimé en fait le foisonnement qu'il y avait sur la table du petit déjeuner. Cette idée de fête, en fait, de repas un peu festif où personne ne demande à quelqu'un de manger ce qu'il n'a pas envie de manger. C'est le repas où je trouve qu'il y a le plus de liberté. Est-ce que vous pouvez nous montrer justement comment on peut pimper un petit déjeuner façon Lily? Ouais, on va faire ça ensemble, bien sûr. Vous allez cuisiner avec moi? Je vais cuisiner, je vais essayer. On commence par du salé au menu, une omelette cuisinée avec des restes d'épinards. C'est pratique, c'est anti-gaspi et surtout tout aussi bon. Il y a plein d'ail, hein? Plein d'ail. Ouais, j'aime bien. Après avoir battu les œufs, on ajoute les épinards et pour l'assaisonnement, sel et poivre font largement l'affaire. Ok, donc là pour l'instant ça me paraît assez simple. Hein. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien, ouais. Donc... Oui, en même temps, ça reste une omelette. Mais justement, Lily a plein de petites astuces pour la sublimer, vous allez voir. Pour l'accompagner, elle coupe généreusement du cerfeuil, arrosé d'huile d'olive et de tamari, plus digeste que les sauces soja habituelles. Et pour la touche finale, pensez aux graines d'alfalfa, qui sont bourrées de protéines. C'est un rien et effectivement, ça change tout. Et voilà. Waouh, oh mais non. Alors là, maintenant, Lily, on est sur un smoothie bowl. Oui, donc en fait, les bases de smoothie, c'est très facile. J'aime bien utiliser des fruits rouges surgelés qui vont donner une texture un peu sorbet. On les mélange avec de la banane parce que ça va donner de l'onctuosité. Je sens que vous avez envie de bien faire. Ouais. Vous avez un peu la pression. Oui, je m'applique parce que non, j'ai peur c'est de pas tout grave. faire tomber. Moi, je renverse tout Non, le temps. je fais tout Ben tomber, voilà. On ajoute le cacao, de l'eau et on mixe le tout. C'est parti! Ma passion, le blender. Bon bah bravo, la base elle est super. Excitation maximale. Lily, vous dites toujours que quand vous pimpez vos plats, c'est comme si vous faisiez de la broderie, comme si c'était un tableau que vous vous mettez à décorer comme ça ou à peindre. En tout cas, moi je trouve que c'est une activité qui est méditative. Ça permet d'exprimer sa créativité. D'un seul coup, on peut composer quelque chose. Et la composition du jour, c'est des fruits, des graines de sarrasin torréfiées, du granola maison et des noisettes à reproduire chez vous avec les produits de votre choix. Le seul objectif, c'est de vous faire plaisir. Une fois qu'on est satisfaite, on va mange, pouvoir manger. Est-ce qu'on mange une fois qu'on est satisfaite? Et non, pas encore. Chez Lily, dresser une magnifique table, c'est aussi célébrer le petit déjeuner. On n'a pas besoin d'avoir la vaisselle la plus jolie pour pouvoir le faire. C'est plutôt l'attention qu'on met dedans qui va fonctionner. Ça donne envie de s'installer de manière différente. On a envie de prendre plus de temps et peut-être avoir une journée un peu différente parce qu'on se sera traité comme un prince, comme une princesse. On envoie le message à son corps qu'on mérite bien ça. Alors on y va? Ouais, on y va. Là, on a faim là. C'est hyper bon.
Et c'est vous qui l'avez fait, Elsa. Ouais. Je suis trop fière. Elsa, je valide. Hein. Ah, je valide. c'est magnifique, c'est hein. magnifique. Merci Lily d'être avec nous aujourd'hui. Alors ce que j'aime dans vos recettes, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous n'êtes pas une grande cuisinière, c'est que vous faites des petites recettes avec tout ce que vous avez dans le placard. Non, c'est ce qu'on pourrait appeler du trompe-couillon. Non, j'aime bien quand c'est joli en fait. J'aime bien quand c'est joli, je trouve qu'on mange différemment quand c'est joli. Non mais ce qui me plaît beaucoup, Ali et Agathe, dans le livre de Lily, c'est aussi que vous racontez très bien que c'est un peu un hasard. C'est-à-dire un matin, vous êtes réveillés, vous avez dit, ben tiens, j'ai pas envie de manger n'importe comment. Et vous vous êtes mis à couper comme ça des petits fruits, à sortir votre jolie vaisselle. Tout s'est passé naturellement et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez en train de faire de la pleine conscience. Que vous étiez en train de méditer tout en créant un joli petit déjeuner. Bon, je n'ai pas conscientisé tout ça au moment où je le faisais. Je crois que surtout... je sublime un peu tout ce que Oui, vous j'ai avez. l'impression que c'est un peu romancé, mais c'est très agréable à écouter. En tout cas, moi, quand je prends du temps pour le petit déjeuner, pour faire quelque chose de joli, c'est déjà être présente à ce que je fais. Et du coup, être présente, c'est me dire que là, je suis en train de fabriquer un petit déjeuner et je ne fais pas autre chose. Et du coup, je vais m'installer à table, je vais m'asseoir et je ne vais pas manger de la même manière, forcément. Donc, du coup, on n'a plus besoin de règles nutritionnelles compliquées parce que si on est présent, on va savoir s'arrêter et puis continuer si on a encore un peu faim. Christophe, vous vouliez dire quelque chose ? Non, c'est tout à fait ça. Et je crois que l'avantage d'être en pleine conscience lorsqu'on cuisine et lorsqu'on mange, c'est qu'on sent très bien aussi la différence entre les aliments qui vont nous faire du bien et les trucs dégoûtants. Je pense que quand on mange de la bouffe industrielle en pensant à autre chose, en regardant la télé, on ne se rend pas compte qu'on avale des saletés. Quand on se dit, attends, concentre-toi, quel goût ça a vraiment ? Et là, on réalise qu'il y a un gros problème. Oui, et c'est l'exercice qui est assez célèbre, de prendre un grain de raisin et puis de le garder en bouche un moment et puis de reconstituer tout le chemin du grain de raisin, de la personne qui l'a mis dans un sachet, qui nous l'a vendu jusqu'à son origine sur une vigne. Quand on commence à faire un tout petit peu ça, on mange très différemment et on fait des choix et finalement on prend soin de sa santé, mais sans que ce soit à travers la contrainte et la restriction, ce qui, moi, sont des choses qui me crispent immédiatement. Aujourd'hui, vous nous avez ramené ce matin des figues. Ça sent très bon. Il y a du basilic, il y a des figues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de l'eau de rose. C'est un hydrolat de rose. C'est la distillation de la rose. Ça donne soit de l'essence pour faire des parfums. Et la partie eau, on peut l'utiliser dans la cuisine. Donc c'est tout bête, c'est des fruits de saison. Je n'ai pas fait très compliqué. Mais d'avoir de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose ou bien du basilic, des herbes fraîches, de la menthe, ça permet en fait d'améliorer un petit peu la salade de fruits et ça prend quelques secondes de couper des figues. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment justement on peut savourer tranquillement ce que vous nous avez préparé sans se ruer comme ils sont en train de faire les deux ? On attend là. Pour que ça change, parce que vous dites que la manière dont on va manger, dont on va savourer le petit déjeuner va changer le tempo de notre journée. Alors comment on peut changer le tempo Juste de prendre... alors je dois avouer que je petit déjeune pas chaque matin en faisant une méditation, mais juste de prendre le temps d'observer et puis de réfléchir à ce qu'on voit déjà, de ressentir, les parfums. Et mange au ralenti. Mais aussi tout le chemin de cette figue, en fait, d'où elle vient, de voir si ça nous plaît, et donc de prendre juste le temps de profiter en fait de cet instant. Merci beaucoup, Merci. Barberie. Merci Lily Barbery-Coulon. Je rappelle le titre de votre livre, Pimp My Breakfast, qui est disponible aux éditions Marabout. À très bientôt, j'espère. C'était passionnant. On va continuer à parler du petit déjeuner. Existe-t-il une formule parfaite, c'est-à-dire à la fois gourmande et bonne pour la santé? Voilà, ça c'est le rêve évidemment. Alors, pour vous donner toutes les clés d'un petit-déj plaisir et sain, on ouvre la boîte à outils de Bel et Bien avec le docteur nutritionniste Laurence Plumet. Bonjour docteur. Bonjour. Dans un instant, vous nous donnerez la recette du petit déjeuner parfait. Mais avant ça, ne perdons pas de temps. J'ai une question, les yeux dans les yeux. Cher Laurence Plumet, d'un point de vue nutritionnel, le petit déjeuner est-il le repas le plus important de la journée ?
Je dirais pas le plus important, parce que c'est plutôt le déjeuner qui est au cœur de la journée, mais le petit déjeuner est vraiment essentiel. Parce que c'est le premier repas qui rompt le jeûne de la nuit. C'est pour ça qu'idéalement, quand même, il a une composition bien particulière. Alors, docteur Plumet, une téléspectatrice m'a envoyé cette question juste pour vous. Ali, toutes mes copines pratiquent le jeûne intermittent et sautent le petit-déj. À ce qui paraît, on se sent mieux tout en mincissant. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce que ça me ferait mal au cœur de faire un croissant mes tartines. Alors, Laurence Plumet, est-ce dangereux de jeûner le matin? Pas dangereux, non, certainement pas. Maintenant, il y a des gens qui seraient incapables de se priver d'un petit déjeuner le matin. Voilà. Moi, par exemple, je serais bien en difficulté de ne pas manger le matin. Franchement, je risquerais de faire un petit malaise en fin de matinée parce qu'encore une fois, manque de carburant. Vous sautez le petit-déj, franchement, vous ne valez pas tripette à 11h. Hein. Beaucoup de gens font des malaises. Et donc, moralité, qu'est-ce qui se passe? Ils vont au distributeur, ils vont manger des biscuits, des gâteaux. Moralité, ils n'ont plus très faim au déjeuner. Donc, ensuite... C'est mon histoire, mais voilà. c'est dingue. C'est dingue. Exactement. Moi, je me fais un gros sandwich au pastrami à 11h, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors après, vous, du coup, vous déjeunez pas. Bah non. Du coup, vous avez faim vers 16h. Bah voilà. Donc, rebelote, vous allez vers des biscuits, des gâteaux, des sucreries. Mais c'est dingue, on dirait qu'elle lit dans mes pensées. Donc, autrement dit, quand on saute le petit déjeuner, on dérègle tout le rythme de la journée. Donc, c'est pour ça que ce repas est important. Alors, le jeûne, il est pratiqué pour maigrir. Hein. Donc, c'est pour inciter les gens à manger tôt, la veille au soir, vers 19-20 heures, et ensuite de jeûner jusqu'au déjeuner. Ça leur permet de sauter un repas et de se priver des 400 ou 500 calories habituelles du petit déjeuner. Alors, on dit, docteur, que le petit déjeuner, c'est le seul repas où on peut manger à volonté sans grossir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, c'est vrai qu'il y a une chronologie du métabolisme. C'est-à-dire que les calories du matin sont beaucoup plus facilement brûlées que les calories du soir qui, elles, sont stockées. C'est logique. D'accord. Quand vous avez mangé le matin au petit déjeuner, ensuite, il y a toute la journée. Vous êtes actif dans la bouger. matinée, voilà, vous ressourcez au déjeuner, vous êtes encore actif l'après-midi. Si on doit se lâcher, c'est au petit déjeuner. Tout à fait. Et donc le soir arrive et ensuite vous allez vous coucher. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien manger le matin, bien manger à midi et manger très léger le soir. Oui. C'est ça. Et les gens font l'inverse. Bah c'est ouais. pour ça qu'on voit assister, moi, je mange tout le temps. Pareil. on voit assister à cette Moi, j'ai épidémie de surpoids et d'obésité. Laurence, nous allons maintenant passer au match du jour. Oui. Match du jour qui oppose le petit déjeuner salé que prend Stan Gusman le samedi matin. Oui, évidemment. Enfin, vers 11h, midi, ça dépend. Et là, heureusement, il y a l'émission. Mais enfin bon, on va dire le dimanche. Allez. Versus le petit déjeuner sucré d'André Manoukian. Alors, lequel est le meilleur pour la santé? Qu'on apporte le premier plateau, s'il vous plaît. Alors, je vous présente le petit déjeuner plaisir d'André du week-end. Un petit déjeuner dit français, avec un jus d'orange, un pain au chocolat, 2 tartines, voire 3, une au beurre, une au miel, sans oublier le café au lait. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu trop sucré, docteur, ce petit déjeuner? Et quels sont les risques d'un petit déjeuner trop sucré, si tant est qu'il le soit? Bon, déjà, j'ose imaginer qu'on ne mange pas les 3 en même temps. Vos pains au chocolat, céréales et pain. Bah, bien sûr que si, hein, Laurence. C'est pas un truc pipoté. C'est extraterrestre. Bon, alors, je dirais que le jus d'orange, c'est bien. Alors, je précise que le jus d'orange, c'est très bon pour la santé parce que ça va nous apporter les antioxydants, la vitamine C de l'orange, voilà. Je peux me permettre de vous poser une question, mais on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu que le lait avec le café, c'était du poison. Et ensuite, on m'a toujours dit, jamais le jus d'orange le matin, il faut surtout pas en boire. Bah, chez moi, c'est l'hôpital direct, si je bois un jus d'orange. Mais ça dépend, je pense, des... Donc, alors, expliquez-moi. Oui, on m'a menti. Bon, vous savez, oui, on vous a menti. Enfin, on vous raconte... Vous savez, on raconte tellement n'importe quoi dans le domaine de la nutrition. Le café est très bon pour la santé, le lait est très bon pour la santé, le café au lait est très bon pour la santé aussi. Vous voyez, ça n'a aucun sens de dire que... Et le jus d'orange, parce que moi, donc, on m'a dit, plus de jus d'orange, on mange l'orange, on mange un fruit peut-être, mais c'est déjà mieux cuit, mais pas cru. Et là, vous nous dites tout le contraire. Donc, ah oui, pareil. absolument, parce que vous mangiez l'orange ou que vous la buviez, vous allez avoir exactement le même apport nutritionnel. Après, tout ça n'a pas le même effet rassasiant tout de même, de manger une orange et de boire un jus de Bien sûr, parce que quand vous mangez l'orange, vous avez un peu plus de fibres. Encore que quand vous pressez votre jus avec pulpe, vous avez aussi les fibres qui vont avec. Mais c'est vrai qu'il y a l'effet mastication, qui a un effet rassasiant. Ça je le conçois tout à fait. Maintenant, on arrive, voilà, là, l'énergie, le sucre. Alors, on va commencer par les céréales. D'abord, il n'y a pas un seul type de céréales de petit déjeuner, il y en a plusieurs types. Il y a celles qui sont très sucrées, moyennement sucrées, pas sucrées du tout.
Celles-là, elles le sont forcément un petit peu. Celles qui ne sont pas du tout sucrées sont les flocons d'avoine. Ce sont les meilleurs, je dirais, pour la santé. Celles-là le sont forcément un petit peu. Dans la quantité que vous avez là, vous avez l'équivalent, d'une grosse poignée ou de 2 petites. Vous avez à peu près l'équivalent de 2 morceaux de sucre là-dedans. Vous avez 2 morceaux de sucre et de l'énergie, de l'amidon, voilà. Donc, ce n'est pas déraisonnable du tout. Bon. Quand vous prenez de la baguette, vous serez à peu près au même niveau d'apport calorique entre une tartine de pain comme ça, légèrement beurrée et confiturée, qu'en ayant vos céréales de petit déjeuner, vous voyez, en termes d'apport de sucre. Parce qu'il faut savoir que quand vous mettez une cuillère à soupe de confiture sur le pain, vous avez l'équivalent de 2 morceaux de sucre. Mais ce n'est pas une critique, hein. Je rappelle que le petit déjeuner, c'est le repas par excellence de la journée qui peut et doit être sucré. Hein, oui, mais quand il y a trop de sucre, on risque pas une petite fringale. Bien sûr. Pour l'instant, c'est raisonnable. Voilà. Alors, mais là, ensuite, le pain au chocolat, c'est le pain au chocolat. Dedans, il y a du gras, mais il y a aussi, les rangées de chocolat, les barrettes de chocolat. Donc là, dans un pain au chocolat, il y a l'équivalent de 2 morceaux de sucre. Donc, en fait, si vous mangez ça, plus ça, plus ça, on a additionné les quantités de sucre, vous êtes à 6 morceaux de sucre. Là. Or, sur une journée, on estime que pour un homme, peut aller jusqu'à 6 à 8 morceaux de sucre par jour dans une alimentation équilibrée. Donc après, c'est fini. Ça veut dire que si vous avez pris un petit déjeuner comme ça, vous avez pris quasiment la totalité du sucre de la journée si vous ne voulez pas prendre de poids. Hein. Moi, je dirais qu'un bon petit déj, ça pourrait être soit le pain au chocolat, soit 2 tartines de pain beurré avec un peu de confiture, soit des céréales, mais avec un yaourt, parce que les céréales sont moins rassasiantes quand même que le pain beurré confituré ou le pain au chocolat. Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse. On va passer à l'autre star des petits déjeuners, le petit-déj anglais salé dont raffole Stan le week-end. Qu'on l'apporte immédiatement. Apportez-moi le petit déjeuner salé. Ah, moi, c'est déjà plus ma cam. Hein. Oui. D'ailleurs, vous vous souvenez, André, à l'hôtel, moi, je n'avais pas pris du tout Merci. Ça, c'est pour le week-end. Oui. Au brunch. Ah bah oui. Bien d'accord. Ah bah, je sais pas. Alors, docteur, juste, on va préciser qu'on a du bacon, des œufs, de la saucisse, des haricots, du café. Alors, est-ce que ce petit déjeuner salé est bon pour la santé et quels sont les impairs à ne pas commettre? Alors, l'œuf, très bon pour la santé. Un œuf le matin, formidable. C'est bourré de protéines, d'excellentes valeurs nutritionnelles. Ensuite, les légumes secs, les haricots, formidable. Là aussi, il faut savoir si on va bien les digérer ou pas. Bon, admettons qu'on les digère bien. Pourquoi pas? Très, très bonne valeur nutritionnelle aussi. Le matin, ça remplace à la limite le pain. Alors maintenant, on va toucher le sujet sensible, la saucisse et le bacon. Le meilleur, donc. Ouais, exactement. Ça vous enlevez. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, en soi, c'est bien, mais c'est gras, c'est gras. Donc, une fois dans la semaine, pourquoi pas, mais tous les matins, certainement pas. Toutefois, pour les amoureux du bacon, je signale qu'il y a des bacons qui sont maigres et qui sont absolument délicieux. Parce que autant vous pouvez avoir un bacon gras, là on voit le gras qui est autour, là en mangeant ces 2 tranches, vous avez l'équivalent d'une petite plaquette de beurre de 10 grammes. Vous voyez? Ah quand même. Eh oui, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Et alors la saucisse voilà. Mais je vais vous dire, on peut vivre ensemble. Je vous quitte, André. Voilà. Alors la saucisse, encore une fois, ça pour moi c'est presque un repas principal, vous voyez. C'est très gras. Quand vous mangez une saucisse comme ça, vous en avez pour 3 petites plaquettes de beurre de 10 grammes. Vous ne faites pas du tout le même visage qu'il y a 2 minutes, hein, Laurence, vous avez vu, elle est... Non, la saucisse, c'est non. Le pain au chocolat, ça allait. La saucisse, non. Elle avait son air dark. Non, pas du tout. Je suis très gourmande. Moi, je suis un médecin nutritionniste, mais gourmande. Donc, je peux comprendre qu'on puisse faire ça. Moi, je rajouterais personnellement 1 ou 2 toasts. Et quitte à faire un repas équilibré, je rajouterais un petit yaourt, parce que ça manque notre calcium. Et puis, je rajouterais un fruit aussi. Donc, pas de saucisse, si je récapitule. Le yaourt, on ajoute. Un petit toast pour le bacon. Voilà. On prend maigre et qu'on cuit, évidemment, sans matière grasse. C'est noté. Bon, bah voilà. On arrive à trouver des solutions dans les 2 petits déjeuners, finalement. Allez, puisqu'on parle du petit déjeuner sucré à la française, à la André Manoukian, on a reçu la question d'une téléspectatrice. Diali, le dimanche soir, quand j'ai la flemme de faire à manger, je prépare un dîner petit-déj à mes enfants. Eux, ils sont contents et ça nous permet de faire des économies. Mais dis-moi, est-ce que c'est bon pour la santé ? Alors sachez que le petit déjeuner le soir, ça a un nom outre-Manche, ça s'appelle le brunner, contraction de brunch et de dîner en anglais. Alors Laurence, est-ce que c'est une bonne idée quand on a un peu la flemme de se préparer ça le soir? Alors la seule raison, ça peut être la flemme. Parce que sur le plan nutritionnel, c'est un non-sens. Ouais. Le petit déjeuner du matin, il a vocation à être sucré ou calorique parce qu'on va brûler des calories. Par contre, le repas du soir, il a vocation à être propice au sommeil. Il ne doit pas donc être ni sucré ni gras. Vous avez tous fait l'expérience que si vous mangiez trop le soir au dîner, vous dormez mal, la digestion est laborieuse la nuit, voilà.
Et puis, très souvent pendant la nuit, il y a une chronobiologie des hormones qui fait que la glycémie a tendance à monter la nuit, ainsi que la sécrétion d'insuline. Donc, si on fait un repas du soir trop sucré, on accélère encore plus ce processus de montée de la glycémie. Et si en plus on mange pas mal de beurre, c'est très gras et c'est dur à digérer. Les calories, quelles qu'elles soient, quand elles sont excessives le soir, elles sont stockées en graisse pendant la nuit. En fait, c'est la nuit qu'on grossit. Merci Laurence pour vos conseils qu'on retrouve donc dans le grand livre de l'alimentation qui est disponible aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va continuer à passer en revue les plaisirs du petit déjeuner en parlant de la boisson qui accompagne chaque matin 8 Français sur 10. Le café, évidemment, quoi d'autre. Alors comment est-il devenu le café la boisson préférée des Français en même temps qu'un business très florissant? La réponse avec Stan Gusman, c'est l'enquête de Bel et Bien. Alors Ali, en France, nous consommons en moyenne par an et par personne 5,4 kg de café, ce qui correspond à 1500 tasses bues chaque minute, soit la boisson la plus consommée chez nous après l'eau et le vin pour Agathe. Mais alors, comment expliquer cette hausse sans précédent? J'arrête, oui. J'arrête, pardon. Eh bien, à l'image du café a changé. Regardez, en 30 ans, on est passé du café moulu de mamie, avec cette fameuse mamie qui savait en faire un bon café. Mais oui, grand-mère, ton dégustation est une merveille. Comment c'est faire un bon café? Comment c'est faire un bon café? Et aujourd'hui, c'est Georges Clooney qui l'a rendu sexy et qui sait en faire un bon café avec ses capsules vendues à prix d'or dans des enseignes qui ressemblent à des boutiques de haute joaillerie. Conséquence, de nouveaux métiers spécialisés dans le café ont vu le jour, ou du moins explosent, comme celui de barista, entendez, sommelier du café. Et parmi eux, il y a Anthony Calves, champion de France de la discipline et spécialiste du latte art. Et il est juste derrière moi, on l'accueille en plateau. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le métier de barista? Tout à fait. Alors, le barista, c'est le sommelier du café. C'est la personne qui a les connaissances sur le produit, du pays producteur, jusqu'à la transformation sur la machine à café. Ok, vous êtes spécialiste du latte art. Oui. Qu'est-ce que le latte art? Le latte art, c'est l'art de magnifier une boisson à base de lait en dessinant des figures, des roses, des fleurs, etc. Vraiment pour l'appétit des yeux. Et vous avez besoin de cette machine pour ça? Tout à fait. Ok, bon, dans un instant, la démonstration, mais pour prouver que vous êtes un vrai spécialiste du café, on va se faire une séquence l'aile ou la cuisse, s'il vous plaît. Alors, on va apporter 2 tasses. Dans l'une des tasses, il y aura un arabica, dans l'autre, un robusta. À l'aveugle, vous allez devoir deviner lequel est-ce. Alors, on va vous faire goûter d'abord celui-là. Celui-là d'abord pour commencer. Hop là, je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, à votre avis? Ok, première tasse. Dites rien pour l'instant. La seconde, tenez. Et dans celui-là, donc, a priori... Il fait les mêmes gestes que le sommelier. Alors du coup, Anthony, là, ce que vous venez de boire, c'est Robusta ou Arabica? Le dernier? Ouais, le dernier. Définitivement du Robusta. Bravo, il est trop fort. Bah ouais, ok. Bravo. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Alors en fait, le Robusta est beaucoup plus puissant et corsé. L'Arabica est plus dans la finesse, dans le fruit, dans la légèreté. Bon, super. Alors Anthony, en tant que sommelier du café, quel est le meilleur café au monde? Est-ce qu'il y en a un? C'est très subjectif, c'est comme le vin. Pour moi, il n'y a pas de café parfait. Il y a un café parfait pour un moment donné. Et je vous dirais, par exemple, moi j'aime beaucoup le matin les cafés qui vont être beaucoup plus fruités et chocolatés, comme un café par exemple du Costa Rica, de la région de Tarazu, ou dans la journée, après un repas, par exemple, un café floral, un café d'Éthiopie, par exemple, de la région d'Irgatchefe, très jasmin. Et dans l'après-midi, plutôt corsé. Un café d'Indonésie, plutôt sur Sumatra, dans le nord, dans les Gayo Islands, de la région de Aceh, très boisé. Ok, vous voyez, c'est un vrai expert. Et pour vous le prouver, vous allez faire une démonstration de latte art. Qu'est-ce que vous allez faire du coup? Alors, expliquez-nous, Anthony. Alors ici, dans la terre, je vais faire 2 tasses. L'une avec une tulipe et la deuxième, une petite surprise, vous allez voir, avec ce qu'on appelle du painting. Ok, eh bien c'est à vous. C'est quoi le café que l'oiseau mange et qu'on va récupérer dans sa crotte? Ah, le Jacu Bird du Brésil. C'est un café, en fait. Il faut savoir que cet oiseau va manger le fruit qui a pleine maturité, donc du coup il fera le choix du fruit à la place de ce qu'on appelle les cafeteros, les personnes qui travaillent dans les pays producteurs, donc à pleine maturité, bien sucré. Et après il n'y aura plus qu'à ramasser, on va dire, les excréments de l'animal pour récupérer les grains qui ont été dépulpés naturellement, forcément, en passant par les intestins. Et donc du coup vous n'avez pas besoin de coopérative. C'est fantastique. Et c'est bon?
c'est particulier. C'est très fort. Faut imaginer que le café passe quand même dans le système digestif. Hein. Donc, non, c'est vraiment très, très puissant. Ok, alors que faites-vous là? Vous nous expliquez en même temps? Alors là, du coup, je vais réaliser 2 espressos. Pour réaliser les 2 espressos, je vais avoir besoin d'un café fraîchement moulu. Ici, je suis sur un Costa Rica, le fameux Costa Rica de la région de Tarrazzo. Et je vais l'extraire donc pour un espresso entre 20 et 30 secondes. Et maintenant, je vais monter la mousse de lait. Donc, je vais avoir besoin de la buse vapeur qui est juste à côté. Regardez. Et donc maintenant, je vais mousser donc un lait. Alors ici, le choix des ingrédients est important. On a parlé du café, mais le lait aussi est très très important. Ici, je vais être sur un lait entier, frais. Donc ici, on va avoir besoin de la matière grasse. Hein, on ne le dira jamais assez souvent. Le gras est un exhausteur de goût. C'est aussi ce qui va nous permettre d'emprisonner l'air et donc de créer une très belle mousse de lait onctueuse. Et donc une fois que j'ai atteint la bonne température, aux alentours de 65-70 degrés, je vais pouvoir arrêter la vapeur. Alors ce qui est très intéressant dans la mousse de lait, ici je vais créer des micro-bulles, à l'inverse de ce qu'on peut trouver parfois. Je ne recherche pas des grosses bulles, mais par contre voilà, des toutes petites bulles très 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 fines. Et donc là je vais pouvoir verser et je vais vous montrer. Donc, et là l'œuvre commence. Voilà. Alors la première tasse. Alors regardez, je verse tout d'abord un petit peu en hauteur. Et une fois que je suis arrivé aux 3/4, je vais venir déposer la mousse de lait, regardez, en surface. Ce qui va me donner des formes. Voilà, comme celle-ci. Oh, c'est beau. À qui on l'offre celui-là? Ali? Allez. Je vous laisse faire le deuxième en attendant. Et moi, je vais essayer de Tout ne à pas le fait. renverser. Attention, Ali, je vais vous ébouillanter. Le service est aussi très important. Et donc Gros maintenant, défi, la hein. deuxième tasse. Vous l'avez rempli à ras bord. Profitez-en pour m'éliminer, hein, Stan. C'est le moment ou jamais. Hein. Merci, Stan. Attention, c'est chaud. Attention. Vous ne trouvez pas que André ressemble un peu à El Gringo? Moi, je le verrais bien dans une pub pour le café. C'est vrai. Ah, je sélectionne les meilleurs cafés. Mais elle n'aime pas les cafés. J'ai jamais bu de café de ma vie, moi. C'est dingue. Bravo. Voilà. C'est pas vrai? Si. Oui. J'ai Et jamais là, bu de café de ma vie. regardez, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut Et très j'aime bien. l'odeur. Alors là, j'ai du chocolat de couverture que je peux déposer sur la surface et ainsi, en fait, créer d'autres formes par la suite. Donc ici, j'ai aussi du caramel. Ce qui est intéressant, Oui, il va c'est être qu'on gourmand peut... celui-là. Voilà, exactement. Et là, vous dessinez quoi? Là, tout simplement, on va laisser libre cours à l'imagination. Ok. Regardez. Je vous laisse créer. Waouh! Waouh. L'art. C'est magnifique. Voilà. Et donc là, on est sur une technique qui s'appelle du painting. Donc peindre littéralement sur un latte ou un cappuccino. Bon, bah super. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Anthony? Tout à fait. Parce qu'on a un célèbre téléspectateur qui a une question à vous poser. Regardez. Salut, c'est Honoré de Balzac. Moi, pour écrire mes 125 pages quotidiennes, je me shoot au café. 50 tasses par jour. Les médecins disent que c'est dangereux et que si je continue à ce rythme-là, je vais mourir à 51 ans d'insuffisance cardiaque, d'œdème et de problèmes rénaux. Ils en disent des bêtises, des docteurs. Mon cœur. Alors, hélas, Balzac a eu tort puisqu'il est mort à 51 ans d'une surconsommation de café. Le café qui a donc parfois mauvaise presse et pourtant de plus en plus d'études affirment qu'il est plein de vertus pour le corps et l'esprit. Alors, le café, bon ou pas bon pour la santé, j'ai envie d'y voir plus clair et c'est pour ça, Anthony, qu'on va balayer ensemble les idées reçues. Alors Anthony, vous allez avoir 2 minutes maximum, 2 minutes chrono pour répondre à un maximum de questions sur le café. Ok. Plus vous répondez vite, plus on balaye d'idées reçues. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Attention, on lance le chrono. C'est parti. Top. Anthony, l'expresso est plus fort en caféine que l'allongé. Faux. Alors ça, c'est une idée reçue. Plus on va en fait allonger le café, plus on va extraire la molécule de caféine. D'accord, ok, très bien. Le café, et du moins la caféine, agit en moyenne 4 heures après avoir bu le breuvage. Faux. La caféine va agir au bout de 5 à 10 minutes et peut rester jusqu'à 6 heures dans l'organisme. Bon, alors attention de ne pas prendre de café après 16 heures, du coup. Hein. Ok, donc avant 16 heures, on peut, après, c'est foutu. Voilà. Autre idée reçue, on l'entend partout, celle-là, le café soigne les migraines. Vrai ou faux? Alors là, pour le coup, c'est vrai. Il y a un effet vasoconstricteur. Donc ça va nous aider, qu'on aura mal à la tête. Mais il y a une étude qui dit qu'au bout de 2 à 3 tasses, ça fait plutôt l'effet inverse. Attention. La caféine est considérée comme un produit dopant. Vrai ou faux?
Du coup, faux depuis 2003. Ça a été retiré de la liste des produits dopants. Ok, d'accord. Donc on peut faire du sport, boire du café, on est tranquille. Eh oui. Le thé est-il meilleur que le café pour la santé? On a l'impression que oui. Non, en fait, il faut savoir qu'il y a plus d'antioxydants dans le café que dans le thé. Ah ok. Ouais. Vive le café. On peut faire une overdose de café? C'est pas Balzac qui va dire le contraire, s'il était toujours là. Mais c'est vrai, attention, hein, à partir de 10 grammes, on peut mourir de la caféine, à cause de la caféine. Par contre, c'est l'équivalent de 100 tasses. Donc on a un petit peu de temps, mais il est conseillé quand même de ne pas dépasser les 10 tasses par jour pour l'effet cardiaque, en fait. Eh ben super. Anthony, toutes les idées reçues ont été balayées. Anthony, un conseil pour préparer un bon café à la maison, le conseil absolu? Le bon café, c'est celui que vous aimez. Déjà, un bon café de terroir de producteur, ce qu'on appelle des cafés de spécialité, une pure origine. Et puis après, buvez-le comme vous l'aimez, comme je disais, en filtre, en espresso, mais surtout fraîchement torréfié. Allez voir votre torréfacteur de quartier. Très important. Merci beaucoup Anthony Calvez d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre métier de barista. Alors on va continuer à déguster puisqu'on a le plaisir d'accueillir le boulanger et pâtissier Christophe Michalak. C'est le coup de cœur de la rédaction. Salut. Coucou. Yo. Bonjour Christophe. Bon, on est trop content que vous soyez là. Alors vraiment, vous allez nous présenter le petit déjeuner façon Michalak sur cette table d'exception. Alors je voudrais m'arrêter sur cette table qui a été dressée par Nathalie André, qu'on remercie. C'est une table qui a été faite par Wow La Table avec uniquement de la vaisselle chinée. Là, c'est une vaisselle qui est aux couleurs du décor, si vous regardez bien, une vaisselle anglaise. C'est dépareillé, c'est sublime. Mais alors, on vous connaît surtout chef pâtissier, mais j'ai appris qu'en fait, à la base, votre formation, c'est la boulangerie à 15 ans. Alors écoute, je pense que tous les pâtissiers français commencent par la boulangerie et vice-versa. On touche un peu à la gastronomie, on touche à tout, on fait du chocolat, on fait des glaces, voilà. Donc, bien évidemment, mais c'est surtout lorsque j'étais confiné, comme nous tous, à la maison, et que j'ai eu un peu plus de temps pour moi, que j'ai remis les mains à la pâte et j'ai commencé à faire des desserts, et notamment refaire des brioches, refaire du pain, refaire du levain, parce qu'il faut du temps. Et moi, je suis un mec un peu Speedy Gonzalez à la base, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis dit, tiens, ça serait cool d'ouvrir une vraie boulangerie dans un registre totalement différent de ma pâtisserie. Et c'est chose faite, et je suis le mec le plus heureux du monde. Ben voilà, vous êtes retourné à vos premières amours. Vous pouvez nous montrer tous les trésors de dingue que vous avez apportés? Alors, en général, quand je fais une connerie et que je veux m'excuser auprès de ma femme, je viens avec ce genre de choses, avec des trucs à forme de cœur, des petits sablés. Delphine. Et tac, ça passe tout seul. Donc, c'est gratos, ça, les conseils. Donc, j'ai 3 sortes de pains, en fait, qui sont vraiment notre signature. Un pain copain, donc un pain un peu à l'ancienne, avec du malt torréfié, avec du miel. Un pain qu'on partage, c'est ce que je préfère. Et moi, je cuis les grosses miches de pain de 2 kilos. 2 kilos, on peut la couper en 1 kilo ou 500 grammes. Et c'est comme ça que c'est vraiment très bon. On a la même chose avec des graines, bio, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment mon péché mignon depuis quelques années. C'est de manger un pain aux fruits, coupé, toasté, avec du beurre de micelle. Et là, franchement, avec en connexion avec Dieu, avec un fromage de chèvre, un peu de miel d'acacia dessus. Alors. Ou un petit filet d'huile d'olive. C'est très bien. Mais j'avoue que tout simplement grillé avec du pain, souvent on complique les choses. Grillé avec un bon beurre de micelle, c'est fabuleux. Et souvent j'explique que le pain, on ne sait pas trop comment servir le pain à la maison. Il ne faut pas hésiter à le retoaster 4-5 minutes à 180 degrés pour qu'il soit vraiment, il va développer ses arômes, il sera bien meilleur. Vous pouvez nous les montrer bien, la sortez-les, qu'on regarde bien. Donnez-nous l'eau à la bouche parce que... Non mais c'est extraordinaire. Comme vous êtes sympathique, je vais vous le laisser, sinon je partirai direct avec. Il est dingue. Oh là là, c'est sublime. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est plein d'assemblages. Moi, j'ai travaillé sur de l'abricot, des cranberries, des figues bio et des noisettes du Piémont. Et purée, quand on prend ça, là, toasté le matin... Je peux sentir. Ouais, fais gaffe, c'est un choc. Hein, fais gaffe. Oh là là. Non, mais... Donnez-moi ça immédiatement. Ou je Alors, on va se battre pour l'emporter. Laisse-moi ma miche. Et après, alors, on est dans un registre très pâtissier, voilà, qu'on aime. Donc moi, j'aime la brioche feuilletée. Je trouve que c'est un partage fabuleux. Voilà, la brioche, j'aime les petits feuilletés. magnifique. Voilà, c'est quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. André. C'est magnifique. C'est la base du téton. Hein, c'est tout beau, c'est tout chaud. Il y a la spécialité de la maison qui est ce qu'on appelle un bretzel. C'est un croissant bretzel. En fait, c'est un croissant sucré salé qui est enveloppé dans une saumure
poché, un peu comme un bagels. Et lorsqu'on cuit ça et qu'on le croque, on a vraiment un univers sucré-salé. Ça, c'est un souvenir que j'avais de New York, je voulais reprendre en main. Là, c'est pas possible. J'ai un petit Trop truc de sympa. gluten. Ça aussi, quand on veut faire beaucoup de sport et quand on décide de se mettre à la boxe et d'aller voir Tyson, et bien vous mangez un funky. Et le funky, il y a beaucoup de produits qui sont sans farine de blé dans ma boulangerie et dans ma pâtisserie. Ça, c'est un fondant chocolat, donc sans farine de blé, surmonté d'un cookie à la fleur de sel, sans farine de blé. On cuit le tout ensemble et voilà. Merci. On déguste le tout. Voilà. Il y en a pas énorme pour tout le monde. Distribution générale, merci. Voilà. Et dans l'ordre et dans le désordre. Je vous en supplie, parlez-moi de cette madeleine. Ce que j'aime en fait, c'est les madeleines et les financiers comme ça. Il y a quelque chose de. Là, on est sur du miel de je dois quand même préciser que à chaque fois que j'ai goûté quelque chose que vous aviez préparé, pourtant je suis très sensible, c'est toujours ultra digeste. Mais je dois quand même le dire, Christophe, c'est incroyable. On prend un fondant au chocolat de Christophe Michalak, on peut en prendre 3 parts, on est pas mal après. Donc, là, si on m'accueille toujours comme ça, moi je reviendrai tous les jours. Non, mais les je vous le dis, gars, non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi tranquille. La madeleine, tiens, prends la madeleine Rochelet. On a la madeleine classique aussi à l'amande. Tiens, regarde-moi ça, Alice, c'est super. Mais sachez qu'on est très gourmands ici. Ben, j'ai l'impression. Et alors ça, les enfants, on en parle pas. Ça, on en parle. Alors là, quand on voit comme ça, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Mais ça, c'est une meringue de Carpentras. Donc c'est ce qu'on appelle une meringue suisse, une meringue qui est pochée au bain-marie, foisonnée, montée avec cuit avec des noisettes et enrobée dans du chocolat. Ça, c'est cadeau. Là, pensez à moi, croquez-moi ça. Elsa, tu croques. C'est un délire. Moi, je peux goûter la. Mais grave. Ouais. La meringue, elle passe tout seul. Là, c'est des petits sablés comme on sait plus faire, des succès, tout simple avec une ganache chocolat, lait caramel. Et ce que je voulais vraiment créer à travers cette boulangerie, c'est un retour aux origines et quelque chose de rustique, de simple, de bon. Bref, faites-vous plaisir Ça, pendant les c'est dingue. petits déjeuners du week-end avec les boulangers de Je suis embêtée. Je suis embêtée parce que donc, on va maigrir. J'ai mangé un énorme pas. Je voudrais quand même redire que cette table, moi je suis super sensible évidemment à ce qu'on mange, mais très sensible aussi à l'endroit et à la décoration autour de ces merveilles. Et je voudrais encore remercier La Table et Nathalie André de nous avoir dressé cette table absolument magnifique, tellement magnifique d'ailleurs que le Bon Marché leur a consacré un corner. Donc vraiment, moi c'est tout ce que j'aime. André, venez parce que je sais que vous êtes super gourmand. Non mais là, regardez, Trépine, il arrive en pas chassé volant. Et on va faire de la musicothérapie avec André. Ah oui. Le sucre, ça nous Ah bah là, c'est fantastique. Viens voir le docteur. André, vous allez nous faire deviner une chanson à Christophe Michalak et nous qui vante les plaisirs du petit déjeuner. Donc vous aurez droit à quelques indices, éventuellement Christophe. Allons-y. Je l'ai pas. Je suis au cacao, non? Pas mal, Annie Cordy, bonne idée, mais non, c'est pas ça. Salade de fruits, de Alors un indice, parce que apparemment on sèche. Alors l'indice va s'afficher, le drapeau des États-Unis. Ah oui. Jodas, hein, bravo Christophe. Les petits pains au chocolat, ça dit Le matin, il a acheté son petit pain au chocolat. La boulangère et tout ça, elle était belle et les clients ne voyaient qu'elle et lui il était trop idiot et tout. C'est mon histoire encore une fois. On a l'impression que c'est une chanson tellement typiquement française que, il semble presque impensable de se dire que c'est une reprise qui vient, en fait, que la chanson originale vient d'un pays étranger. Et pourtant, si. Jodassin était coutumier du fait. Même les Champs-Élysées, en fait, c'est une chanson anglaise de Jason Kress qui s'appelle Waterloo Road. C'est vraiment bizarre. Alors l'Amérique, évidemment, on sait tous que c'était Yellow River, le groupe Christie. Celle-ci, d'où elle vient d'Italie. Cette chanson est une reprise de la chanson italienne L'Uglio du chanteur Riccardo del Turco. Évidemment, les paroles ont été réécrites dans notre langue par notre Pierre Delanoë national. L'original, ça donne ça. C'est pas mal. Pas mal aussi, hein. Je peux pas dire que je préfère cette version, mais quand même, je préfère Ça cette casse version. le mythe en fait. Hein. Non mais c'est vrai, c'est dommage. C'est pas mal. Voilà, alors je dirais que fin des années 60, il y a souvent ce mouvement d'aller voir à l'étranger, surtout aux États-Unis,
des chansons qui font des tubes et puis on essaye de les choper. Il y avait carrément une espèce de concurrence farouche. Le meilleur, c'était quand même Claude François qui, lui, était branché directement à la Motown. Si j'avais un marteau, tout ça, c'était des chansons de la Motown. Quand on écoute quand on enlève la voix de Claude François et qu'on écoute le playback, on se dit, ouais, typiquement Motown. Voilà, c'était la grande époque je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui des covers. Merci André et merci Christophe Michalak, mon jumeau. Par contre, la cuisine de Christophe Michalak, c'est pas du cover. Là. Oh là là, Ça, c'est typiquement c'est un truc de dingue. Ouais. Merci André, merci à Christophe Michalak, mon jumeau. Oui. Je rappelle que votre boulangerie Copain avec un K vient d'ouvrir ses portes à Paris. Ça vous va bien d'ailleurs comme titre, Copain. Et bien sûr, merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on va vous retrouver tous les jours de la semaine sur France Inter à 10h05 pour votre émission Grand Bien vous fasse. Et vous, Agathe, dans la Maison des Maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2, évidemment. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, reprendre un petit déjeuner. Voilà, vous prenez un petit déjeuner, vous vous recouchez, vous reprenez un petit déjeuner. Faites ça aussi demain, vous vous faites du bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. Bon week-end. Elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme.